Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale cyclisme. Aujourd'hui, on va parler avec Corentin et Mathieu. Salut à tous les deux. Salut Timothée, salut tout le monde. On va parler de la 107e édition du Giro d'Italia, le premier grand tour de la saison. Alors au programme de cette émission, on va d'abord parler de Tadej Pogačar, qui est évidemment le grand favori de cette 107e édition. Ensuite, on l'écoutera juste avant de démarrer le Giro. Un peu plus tard, on reviendra également sur les étapes clés de ce tour, avant de donner les coureurs attendus, les équipes qui attendent Corentin et Mathieu. Et on va évidemment tout de suite commencer avec Tadej Pogačar, le grand favori, le Slovène, qui fait un début de saison stratosphérique et qui est évidemment très attendu, Corentin, sur ce Giro. J'ai envie de dire qu'il n'y a que lui, même si je vais quand même nuancer mes propos parce qu'il y a quand même du beau monde, mais j'ai plus l'impression que la start list est faite pour les sprinters cette année. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais Pogačar, il n'y a pas Vingegaard à côté, donc au final on se dit qu'il n'y a qu'un seul monstre sur ce Giro, c'est lui. Et même s'il était un peu fébrile ou quoi que ce soit, tu dis que ça reste quand même un Pogačar et que même un Pogačar affaibli peut te gagner un Giro à lui tout seul tranquillement. Mathieu, toi tu as pas mal suivi du coup la saison de Tadej Pogačar début 2024. Qu'est-ce que tu as pensé de sa forme du moment du coup ? Il a presque tout gagné à part Milan-San Remo. Même par exemple s'il est pas même à 90% de ses forces, je pense qu'il est quand même au-dessus de tout le reste. Il y a Geraint Thomas, Ben O'Connor ou Romain Bardet, mais pour moi, à part Vingegaard sur un grand tour, personne peut battre Pogačar. Mais après ça dépend de sa condition physique, j'ai envie de te dire. Oui, parce que en vrai, si tu as un Tadej Pogačar à 50%, parce qu'il l'a clairement dit, il a dit que voilà, il savait pas quelle était la forme de ses jambes, quelle est la forme de ses jambes. Il va se tester un petit peu dans ses premières étapes. Même s'il a tout de même dit du coup en conférence de presse qu'il avait réalisé des bons entraînements avant, il s'était bien préparé du coup pour le Giro. Tout le monde. Non mais dans ce cas, il l'a même dit, Geraint Thomas s'est bien préparé. Enfin, tout le monde se prépare idéalement pour le Giro, forcément, parce que c'est le premier grand tour de la saison. Donc forcément, heureusement qu'il s'est bien préparé, parce qu'il va devoir enchaîner, je rappelle, Giro, Tour de France. S'il n'est pas prêt maintenant, ça va être très très compliqué cette saison pour Pogačar. Il entre vraiment dans la grosse partie de sa saison après Liège. Oui, clairement. C'est maintenant qu'il doit prouver et remporter, pourquoi pas, son premier Giro. Ouais, justement, on va écouter Tadej Pogačar qui était en conférence de presse et qui parlait de ses principaux concurrents sur ce Giro. Ces 3 semaines de course peuvent nous donner beaucoup de surprises. Beaucoup de jeunes coureurs viennent ici avec une bonne forme. Je pense que Bardet a montré qu'il était dans une grande forme. Je pense aussi que Geraint Thomas sera performant comme toujours sur ce Giro. Il a une bonne préparation et il ne décevra sûrement pas en montagne et sur les chronos. Donc il y a beaucoup de concurrents, mais on verra qui sera vraiment présent après la deuxième étape. Voilà, Pogačar qui a dit aussi en conférence de presse qu'il ne voulait pas être le seul visage de ce Giro. Alors il a parlé un peu de ses concurrents directs. Mathieu, selon toi, qui pourrait éventuellement concurrencer un Tadej Pogačar qui est évidemment... s'il n'était pas au top de sa forme. Pour moi, le seul, ce serait Geraint Thomas, parce que déjà en contre-la-montre, il y a près de 70 km de contre-la-montre. On sait que c'est un ancien pistard, qu'il est très fort dans cette discipline-là. Alors même s'il n'a pas fait un début de saison super, Geraint Thomas, comme à son habitude, comme l'an dernier, il était invisible tout le début de saison, mais il finit deuxième du Giro. Il est toujours présent sur les grands rendez-vous. Et puis c'est quelqu'un qui tient 3 semaines aussi. Oui, il a l'endurance, il a l'expérience avec lui. Ouais. Et puis il a l'équipe aussi, la Ineos. Même si elle est un peu faible, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'équipiers en montagne, je trouve. Oui, t'as beaucoup de rouleurs, beaucoup de sprinters, et au final... il a Rensman, Foss, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Et encore Foss, ça va être compliqué. Oui, c'est pas trop ça en ce moment. Ouais. Et même chose, selon toi, du coup, ce serait Geraint Thomas le principal concurrent de Pogačar, Corentin, ou ce serait peut-être plutôt Ben O'Connor ou un Romain Bardet qui pourrait créer la surprise? Pour moi, ce serait plus un Ben O'Connor ou un Geraint Thomas, comme tu l'as dit. C'est quelqu'un qui est tellement régulier sur le Giro, il connaît parfaitement cette course. La seule chose que je peux dire de négatif pour Pogačar, sont les conditions météo. On sait que souvent en Italie, il y a des arrivées au sommet qui sont très très difficiles avec des sacrées conditions. Donc je me dis, pour Pogačar, il faut rappeler aussi que c'est son premier Giro. Et c'est son premier Giro, donc il ne sait pas vraiment comment l'aborder, pas comme un Tour de France où il a déjà l'habitude. Donc là, il va y avoir ces conditions météo à gérer, il va y avoir ce premier Giro, cette pression en Italie, même s'il aime bien l'Italie. Voilà, là il va devoir assumer sur son premier vraiment Giro.
Après, la météo, ça le dérange pas vraiment. On l'a vu au Tour de France 2021, l'étape du Grand Bornand, il a mis 3 minutes à tout le monde sous la pluie, dans le froid. C'est vrai. C'est plus avec les fortes températures qu'il a du mal qu'avec la pluie. Donc, dans tous les cas, tu peux tout avoir sur le Giro. Oui. C'est ça la différence, c'est que tu es au mois de mai, tu peux te retrouver avec une canicule en Italie, comme un temps horrible ou avec de la neige, c'est ça. Ouais. Donc à voir. Ouais, il y aura aussi 2 Français, plus particulièrement 2 Français qui seront à suivre sur ce Giro, Romain Bardet et Julien Alaphilippe. Qu'est-ce que vous attendez, peut-être Mathieu d'abord, sur Romain Bardet sur ce Giro d'Italie? Bardet, je le vois bien, au vu de la concurrence, je le vois bien faire un podium, même si pour moi ça joue avec Ben O'Connor. Et peut-être Uchte Brooks, pourquoi pas, à voir comment il se débrouille. Mais pour moi, Bardet, ça va être plus facile pour lui de jouer le podium que de jouer une étape, pour moi. Parce qu'avec Pogačar, de toute façon, même s'ils arrivent au sprint, pour moi, il n'y a aucune chance. Et puis pour Julien Alaphilippe, j'y crois pas, contrairement à toi. Mais parce qu'il a même dit qu'il a même pas regardé le roadbook. Oui, mais bon, départ. Ça reste Alaphilippe, tu vois. Oui, mais il peut te donner des petits coups de génie que tu t'attends pas. Mais s'il court de la même manière que sur le Tour 2023, c'est clair que ça va pas le faire du tout. En attaquant tout le temps au début de l'étape. Et bêtement, parce qu'au bout d'un moment, au bout de 50 bornes, il était cramé, donc. Non, après, je te rejoins sur Bardet. Pour moi, ça va être un gros concurrent pour le podium. La seule différence, c'est que lui, il est pas bon en chrono. On le sait. Même si c'est amélioré par rapport à ses débuts, ça reste quand même très très faible comparé à un Geraint Thomas, par exemple, et même un Ben O'Connor qui est largement meilleur. Oui. Donc, pour un podium, ça va être très compliqué pour Romain Bardet et pour Julien. Je pense qu'il va faire quelque chose quand même. Ouais, peut-être une victoire. Vous évoquiez le parcours juste avant. On dit beaucoup que c'est un parcours fait pour Tadej Pogačar. Corentin, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur ce parcours du Giro? Ouais, c'est dommage et en même temps c'est logique, comme ça t'attires une star qui est Pogačar au Giro, donc forcément on savait que ce parcours allait lui convenir un peu plus. Ça manque un peu vraiment de haute montagne. On a des belles étapes, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'arrivées au sprint. Il y a beaucoup d'étapes un peu de vallonnées, de transition qui conviennent idéalement à Pogačar parce que ça reste quand même un sacré puncher aussi, en plus d'être bon en montagne. Et forcément, ce parcours est idéal pour lui. Donc c'est regrettable. Et est-ce qu'on sait pourquoi il n'y a pas plus de stars qui ont... Enfin, par exemple, on peut parler des Evenepoel, on peut parler de Vingegaard, et ils auraient pu potentiellement venir sur le Giro. Pourquoi ils ne l'ont pas fait, Mathieu? Vingegaard, son objectif, de toute façon, c'est le Tour. Il l'a dit depuis longtemps. Roglic, lui, par exemple, a déjà gagné le Tour, le Giro. Il veut viser le Tour. Maintenant, c'est son seul objectif. Puis Remco Evenepoel, il avait dit déjà depuis de nombreuses années qu'il voulait découvrir le Tour en 2024. Ouais. Du coup, soit c'est logique que Pogačar se retrouve en quelque sorte seul grand favori. Et on peut aussi regretter l'absence de Van Aert au niveau des étapes accidentées. Et c'est sûr qu'on aurait eu un beau duel, mais on aura peut-être un solo de Pogačar sur de nombreuses étapes. C'est clair. Mais après, je me dis, c'est dommage, parce que tu vois, tu évoques le manque de stars. Tu vois, on est en année olympique. Ça va être difficile d'enchaîner JO plus Vuelta pour certains. Je me dis que ça aurait été plus judicieux pour eux de faire un Giro Tour de France plutôt qu'un Tour de France Vuelta, parce qu'il y en a beaucoup. Je crois que Vingegaard va faire Tour de France Vuelta, si je dis pas de bêtises, donc je trouve ça assez illogique. Bon, après, à voir s'ils seront sur la start list des JO, mais ouais, je trouve pas ça normal qu'il y ait si peu de stars au final. Ouais. En tant que grimpeur, parce qu'en sprinter, on a ce qu'il faut. Oui, c'est sûr. Oui, en termes de sprinter, oui. Du coup, on a Pogačar qui est évidemment le grand favori. On en a parlé un peu dans ce début d'émission. Mais Pogačar qui, avant le début du Giro, a dit qu'il n'avait pas envie de porter le maillot rose dès les premières étapes. On l'écoute. Non, it's not something. Non, ce n'est pas quelque chose que j'ambitionne le plus. On a besoin d'être en rose à Rome. Ce n'est pas la peine de vouloir être en rose dès les premiers jours. On va y aller jour après jour, voir comment les jambes vont répondre les premiers jours et comment la course va évoluer. S'il y a une opportunité de gagner ou de prendre le maillot rose, je la prendrai. Mais nous avons besoin de jouer intelligemment sur tout ce Giro. Justement, dès la première étape, est-ce que Tadej Pogačar pourra finir la journée avec le maillot rose? Mathieu, justement, toi, tu voulais nous parler de la première étape de ce Giro. Alors, est-ce que c'est une étape qui est faite pour Tadej Pogačar, justement? Oui, quand on regarde le final, seulement 140 km. Il y a le Colle Maddalena et la côte de San Vito qui est un peu à 10% de moyenne à peu près.
à seulement 3 km de l'arrivée. Ça lui convient parfaitement avec son punch. Après, il prévoit aussi de la pluie. Bon, ça peut arriver. Donc ça peut être important aussi avec la dernière descente sur la ligne d'arrivée. On sait que la pluie, ça le dérange pas trop Pogačar, mais ça peut faire une course ouverte, seulement 140 km, ça va être très nerveux, très rapide. Et il y a tout le monde sera frais, et il y aura beaucoup de coureurs qui voudront ce maillot rose dès le début, mais il va pas s'en priver, même s'il le dit en interview. S'il peut avoir le rose dès le premier jour, il va pas s'en priver. Oui, c'est ça. Et selon toi, du coup, cette première étape du Giro, ça peut déjà être un premier tournant de cette course, surtout s'il y a la pluie, il pourrait avoir de potentielles chutes. Est-ce que c'est une des étapes du coup que tu attends le plus sur ce Giro ? Je l'attends parce que je pense que ça va être assez ouvert, assez nerveux, et qu'il y aura du spectacle pour moi sur cette première étape. Et ça va pas être l'étape décisive, ça c'est sûr, parce que c'est que la première. Il y en aura d'autres qui seront bien sûr décisives, on pourra les évoquer. Mais au niveau du spectacle, je pense que ça va être une sacrée étape. Justement, pour toi, Corentin, je crois qu'il y avait d'autres étapes que tu avais notées, comme quoi elles allaient être assez spectaculaires, notamment l'étape 7, c'est ça ? Ouais, c'est pas une course en ligne, du coup, c'est un chrono. Pour moi, c'est là où vraiment tout va exploser. C'est-à-dire qu'on est à l'étape 7, du coup, comme tu l'as dit. C'est du coup la fin de la première semaine. C'est le vendredi, ouais. C'est le vendredi. Et on n'aura pas encore eu vraiment de très grosses étapes de montagne avant. Et quand on sait qu'on a des coureurs comme Geraint Thomas, comme Pogačar qui sont très beaux au chrono, et moi, en fait, c'est cette bosse à la fin qui m'intéresse. Parce que autant c'est que du plat, ça va pas avantager Romain Bardet là pour le coup, ni pour le deuxième chrono d'ailleurs, mais par contre cette bosse finale va tellement avantager des coureurs comme Pogačar ou Geraint Thomas que je me dis que c'est le moment, le premier tournant on va dire de ce Giro, pour moi il sera là, parce que la première étape, il y a quand même des sprinters qui passent bien des bosses. C'est trop dur, hein. Le Colle Maddalena c'est 6-7 km je crois. Ouais. Donc c'est trop long pour un sprinter. Mais tu te dis quand même... après quand je dis sprinter, je parle pas d'un Jonathan Milan. Oui, mais tu vois, c'est peut-être pas assez, c'est assez long comme tu dis, mais t'as l'étape qui fait que 140 bornes, et avant c'est que du plat quasiment. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire aussi pour les sprinters. Et ce chrono justement, ça pourrait être, il pourrait profiter à qui parmi les favoris ou même les sprinters du coup ? Tu veux vraiment savoir qui va être favori de ce chrono ? Je pense qu'on peut déjà le dire. Je pense que s'il prend pas le maillot rose dans les 2 premières étapes, il le prendra là. Oui. C'est un chrono qui peut mettre en difficulté un Geraint Thomas, un Ben O'Connor, Romain Bardet. Justement, Romain Bardet oui. Ouais. Romain Bardet oui, parce que ok, il y a cette bosse à la fin, mais avant, il va falloir pas perdre beaucoup de temps. Et ça, je pense que c'est quasi mission impossible pour Romain. Et oui, clairement, il reste quand même Geraint Thomas, qui est pour moi un grand mystère quand même dans ce Giro. Peut-être qu'il va gagner cette étape, on n'en sait rien. Mais en tout cas, cette bosse va faire énormément de mal. Parce qu'en plus, je me dis, et je sais pas si toi t'es d'accord, mais est-ce qu'ils vont changer de vélo au pied ? Parce que c'est quand même une bosse de 6 km en vélo de chrono. Ça risque de faire très très mal. Après, il n'y a que la première partie qui est vraiment raide. Ouais. C'est 1,5 km à presque 10%. Ouais, 10-11%. Pour moi, c'est peut-être pas une bonne idée de changer de vélo parce qu'après, il y a quand même 5 km en faux plat montant. Ouais. On peut faire à peu près un comparatif avec le chrono de Combloux du Tour 2023 avec la Côte de Drancy, où Vingegaard, hors de son chrono stratosphérique, on va pas en parler de ça. Il n'a pas changé de vélo et la majorité des coureurs n'ont pas changé de vélo. C'est vrai. Donc pour moi, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors que tout le monde s'attendait à des changements de vélo, justement. Pogačar l'a fait. Oui. Il a quand même fait perdre 20 secondes bêtement pour moi. Ouais. 10-15 secondes bêtement. Et pour moi, c'est pas utile, mais à voir, ça va être stratégique en tout cas. Ouais. Oui, un chrono qui sera à suivre de très près, en tout cas qui pourrait largement changer les circonstances de ce grand tour. Et ensuite, Corentin, tu voulais revenir sur l'étape reine de ce Giro. Ouais, c'est l'étape, la 15e étape. 15e étape. Après, il y a aussi la 20e étape qui sera l'avant-dernière où, là, je pense que Pogačar a déjà plié le Giro, donc je sais pas si elle aura vraiment un enjeu, à part pour le podium. Cette étape 15, 222 km, c'est l'une des plus longues étapes, si ce n'est la plus longue. C'est la plus longue. Et elle fait 5004 de dénivelé positif, ce qui est monstrueux. C'est juste monstrueux de faire ça en 3e semaine pour une 15e étape, ça va être... Pour le Giro, ils ont l'habitude de faire des étapes comme ça. Et puis ça compense aussi le fait qu'il n'y ait pas assez d'étapes de montagne dans ce Giro. Mais en tout cas, cette étape aussi va être très décisive
pour le podium final. Ouais, pour finir, avant de parler de vos coureurs que vous attendez, les surprises qu'il pourrait y avoir potentiellement sur ce Giro, on va poser la question, comment Tadej Pogačar pourrait perdre ce tour, si ce n'est avec une blessure, une chute, quelles seraient ou peut-être tout simplement avec une chute, Corentin. Ouais, une chute et peut-être pas un abandon forcément, même si bon, ça serait la solution la plus simple pour le qui gagne. Expéditif, hein. Ouais, ça serait expéditif, mais rien qu'une chute pourrait le déstabiliser. Hein. Il se peut qu'il se pète quelque chose, mais qu'il s'en aperçoit pas et qu'au final il est diminué à fond physiquement. Et dans ce cas, là, pourquoi pas voir un Tadej Pogačar en difficulté. Mais c'est la seule solution, en vrai. Mais sans blessure, selon toi, il n'y a aucune possibilité. Il n'y a pas un monde où Tadej Pogačar à 20% de sa forme est battu par un. Ouais, à 20% peut-être, mais comme on l'a dit tout à l'heure, même à 50%, il bat tout le monde. C'est ça aussi le problème. Ouais. Et Mathieu, tu partages cet avis, justement, Pogačar peut pas perdre à part s'il tombe ou s'il. À part s'il se fait piéger bêtement par une équipe sur un coup stratégique. C'est-à-dire quel exemple tu pourrais donner Une bordure, même si au principe au Giro il y a peu de bordures, c'est pas des zones qui sont très propices au vent. Mais à part se faire piéger bêtement comme ça, je vois pas comment il peut perdre. Il va perdre quoi, 5 minutes? Le lendemain il le rattrape. C'est ça aussi le problème. En 2-3 étapes de montagne c'est fait. En 2-3 étapes c'est fait, donc même là c'est compliqué. Et du coup selon vous, à partir de quel moment du Grand Tour, enfin du Giro, on pourra avoir un écart qui serait déjà presque définitif entre Pogačar et le reste, Corentin? 15e étape, hein. À la fin de la 15e étape. Ouais, si, ça peut largement être plié dès le chrono, mais donc c'est ça le problème. Mais 15e étape, là, je pense qu'on va connaître le podium final, à mon avis. Ok, bon, on va assez parler de Pogačar, on va maintenant passer sur quels coureurs attendez-vous le plus, du coup des coureurs qui sont peut-être un peu moins connus. Mathieu, je vais te laisser commencer avec une possible surprise sur ce Giro. Alors moi j'ai choisi l'Italien Antonio Tiberi de la Bahrain Victorious. Alors il vient de faire 3ème du Tour des Alpes, 8ème du Tour de Catalogne. Bon, son meilleur résultat en Grand Tour, il en a fait que 2, c'était 2 Vuelta, il a fini 18ème l'an dernier. Mais il a montré qu'il a vraiment progressé cette saison, surtout en montagne. Donc en plus il y a une belle équipe de la Bahreïn. Et je le vois bien faire, pourquoi pas jouer en top 5, même si peut-être sur l'endurance ça risque d'être compliqué. Mais pour moi le top 10 il l'aura sans problème. Et il peut jouer le maillot blanc, clairement. Ouais, le top 10, ça peut vraiment être un objectif pour lui, selon toi? Je pense que c'est son objectif, avec Caruso dans son équipe. Ouais. Et puis, après, attention, Caruso n'a pas dit au dernier mot. Il a vraiment envie de jouer général. C'est le briscard, c'est l'italien, il est toujours là. Pour toi, Corentin, il y a un autre nom que tu as retenu et qui, pour toi, pourrait faire des étincelles sur ce Giro? Franchement, Mathieu va être d'accord, mais c'est le crack du début de saison. Laurens Pitti, coureur australien de la Groupama FDJ, pardon. C'est triste à dire, mais quand on regarde son palmarès, ses stats de cette saison, au final, ça représente pas le coureur qu'il est. Il est toujours là, dans toutes les classiques. Bon, après, c'est peut-être le problème, c'est qu'il a fait un peu trop de classiques à mon goût. Il va arriver un petit peu diminué au Giro, donc à voir ce que ça va donner. Je pense qu'il va pas aller au bout de ce Giro d'ailleurs. Ouais, je pense qu'en 2e semaine, ça va déjà commencer à piquer. Mais c'est quelqu'un qui peut aller chercher une victoire d'étape. La 3e étape lui correspond bien déjà. Avec la 3e étape, effectivement. Il y a une bosse, puis du plat. Exactement. Pour les sprinters, ça devrait lui convenir. Justement, quel est son profil? Est-ce que c'est un puncher? Est-ce que c'est un grimpeur? Quelles sont ses principales qualités sur le vélo? C'est difficile à définir parce que c'est un sprinter, mais en même temps, il va pas rivaliser avec Jonathan Milan, avec Tim Merlier aussi. Enfin, on va pas le voir sur un sprint massif lever les bras. Par contre, c'est quelqu'un qui a quand même une belle pointe de vitesse et qui est très résistant. Très très résistant. On l'a vu sur Paris-Roubaix, il était là à chaque fois. Même sur les classiques flandriennes. Et même sur les classiques flandriennes, il est là partout. Et puis il a fait aussi un très beau Paris-Nice, il faut le rappeler. Maillot jaune pendant une étape, mais il a quand même porté le maillot jaune. Et il a fait partie de ces coureurs qui ont brillé aussi sur ce Paris-Nice. Donc c'est vraiment le coureur à suivre, je pense même en général cette saison. C'est-à-dire que pas que sur le Giro, c'est vraiment la révélation de la saison, j'ai envie de dire, même si on le connaissait déjà avant. C'est vraiment là qu'il est en train d'exploser. Est-ce qu'au niveau des Français, il y en a certains dont on n'a pas parlé pour le moment, qui pourraient peut-être créer une surprise? Je pense peut-être à Ewen Kostyo qui va disputer son premier grand tour. Est-ce que du coup vous avez relevé des noms de Français qui pourraient justement peut-être impressionner ou en tout cas commencer à se faire un nom sur ce Giro? Mathieu d'abord. Parce que toi tu as une petite famille. Valentin Paré-Peintre. Il y aura son frère aussi Aurélien, son grand frère qui a gagné une étape l'an dernier sur le Giro. Valentin Paré-Peintre, il a fini 4ème du Tour des Alpes. Il m'a clairement impressionné, je m'attendais pas à un tel niveau. Carrément.
il roulait, il mettait des longs relais, il était quand même là, même quand ça attaquait, il arrivait à revenir sur le groupe des favoris. Donc il a déjà fait le Giro l'an dernier, où il avait quand même subi parce que c'était son premier grand tour. Il fallait prendre de la caisse, il en a clairement pris. Et pour moi, il peut clairement aller jouer une étape en haute montagne, même sur une étape de moyenne montagne. Et en échappée, il sera à suivre en échappée, ça c'est sûr. Ouais. Avec les favoris, avec les favoris, en échappée, il peut clairement jouer sa carte. Lui plutôt jouer une étape que plutôt jouer le général. Après, est-ce qu'ils le laisseront faire comme il y a Ben O'Connor C'est ça le problème. comme leader ça c'est une autre question. Parce que lui sur son rôle sur ce Giro, ce sera surtout un rôle d'équipier, pouvoir épauler O'Connor en montagne notamment, c'est ça son rôle. C'est pas Normalement oui, ça devrait être son rôle. Je pense qu'il sera plus électron libre, tu vois, qu'équipier de luxe. Après, ce serait forcément un équipier du luxe là pour le coup pour Ben O'Connor. Je pense que tu peux pas. C'est difficile d'avoir mieux là, dans cette start list, mais je pense qu'il a quand même sa carte à jouer. C'est ça aussi. Et est-ce que selon toi, Corentin, il y a un autre Français qui pourrait aussi. Je parlais de Kostyo justement. Est-ce que Kostyo peut faire quelque chose sur ce Giro pour son premier grand tour? Ouais, pourquoi pas, parce que c'est le premier grand tour. À chaque fois, les coureurs sont un peu foufous dans leur premier grand tour. Ils savent pas trop comment le gérer. Donc pourquoi pas sur une échappée, voir un miracle de Kostyo. Mais après, c'est pas forcément un coureur que j'attends énormément. Il y a un autre nom qui te vient en tête en français? Ouais. À part les pareils peintres, franchement, il y a personne. Je m'attends à un petit Julien Lafilippe. Bien sûr, mais du coup, on a déjà parlé. Bardet, Julien Lafilippe, pourquoi pas, mais en jeune, j'arrive pas à ressortir un nom qui va briller, en fait. C'est ça le problème. Mais par contre, selon toi, il y a une équipe française qui pourrait briller. En tout cas, que t'attends beaucoup, une équipe en forme sur ce début de saison. Bien sûr. Laquelle? La Decathlon AG2R, la mondiale. Depuis que Decathlon a racheté AG2R, je pense qu'on n'a jamais vu cette équipe aussi forte. Capable aujourd'hui, du coup, de pourquoi pas rivaliser pour la gagne. Bon, je mets des guillemets parce qu'il y a quand même Pogacar, mais on a Ben O'Connor qui est au top, et puis on a une équipe qui gagne en fait. Là, la stat est énormissime, mais Decathlon cette saison, c'est 12 victoires depuis du coup janvier. Oui. Donc en 4 mois, 5 mois, et ça, c'est 12 victoires. Maillot Galaxy. Non, mais et c'est 12 victoires en 2024 et seulement 9 sur toute l'année 2023. Je sais pas si on se rend compte du step qu'ils ont pris, et clairement c'est l'équipe à suivre, parce qu'en plus on a nos Français, comme tu l'as dit, les pareils peintres, on a du Ben O'Connor qui est monstrueux, et c'est l'équipe qu'on voit le plus en fait depuis le début de saison. Et comment expliquer ce changement entre 2023 et 2024 de cette équipe? C'est vraiment la fusion qui a fait ça? Je pense que le rachat de Decathlon a fait énormément de bien à G2R, financièrement déjà. Oui. Et clairement, je sais pas, il a dû se passer quelque chose dans le staff, mais pour qu'il y ait ce déclic là, d'arriver maintenant à rivaliser sur chaque étape. On voit un Decathlon AG2R rivaliser avec quelqu'un. C'est quand même fou. Sur chaque étape cette saison, on voit cette équipe. Et dans cette équipe, justement, du coup, sur ce Giro, qui attends-tu particulièrement? Bien sûr, on a parlé d'O'Connor, de Paré Peintre. Qui d'autre? Non, franchement, O'Connor. Hein. Ouais. O'Connor, je vois que lui, parce que c'est le leader. Donc, tu t'attends à ce qu'il fasse potentiellement un podium. Donc, j'attends vraiment O'Connor sur ce Giro. Et Mathieu, toi, c'est plutôt Bahreïn Victorious, du coup, que t'attends sur ce Giro? Oui, parce qu'ils ont une grosse équipe. Pour moi, avec la Ineos, c'est la seule qui peut rivaliser avec la UAE en montagne, qui peut potentiellement les déstabiliser. Ils ont Tiberi, comme on l'a évoqué, Caruso et Thorsten Train, le norvégien. Ils ont remplacé Wout Poels au dernier moment, sinon ça aurait été encore une arme de plus. Ouais. Il a été remplacé par Zambanini, du coup c'est pas vraiment le même niveau en montagne. Clairement. Et, mais ils peuvent tenter des coups tactiques pour moi, ils ont rien à perdre, clairement. Caruso, il a déjà fini deuxième du Giro, il a rien à prouver. Et ils pourraient tenter sur des étapes de moyenne montagne, par exemple dès le premier jour, à essayer d'attaquer plusieurs fois et déstabiliser Pogacar. Oui, ils peuvent clairement l'avoir. Et puis après, qu'on soit d'accord, c'est quand même pas une équipe qui va rivaliser pour le général. Enfin, je parle pour le maillot rose. Oui, ils seront top 10, mais top 5 à la limite. Ouais, ça va être quand même assez compliqué. Avec Tiberi peut-être. Oui. S'ils veulent déstabiliser, lancer des coups, ils le peuvent. Bon, en tout cas, on suivra ça et on en reparlera après le Giro. Pour finir, avant de faire le jeu habituel du Money Time, on va faire un petit jeu des pronos juste avant le début de ce Giro dans quelques heures. Corentin, qui vois-tu sur le top 3 des Pogacar devant? Alors, je vais être original. Tadej Pogacar, forcément vainqueur du Giro, à moins qu'on a dit qu'il y ait une casse ou quelque chose comme ça, il va gagner. Ben O'Connor en 2.
Ouais. Parce que voilà, c'est quand même une saison assez exceptionnelle. Là, j'ai des stats assez parlantes. Deuxième du Tour des Alpes, cinquième du Tirreno, deuxième du Tour des Émirats. Donc c'est une belle saison pour l'instant pour O'Connor. Donc ça concrétiserait ces beaux débuts de saison. Et puis en 3, parce qu'il est toujours là en fait, Geraint Thomas. Je mets pas Bardet juste pour les chronos en fait. Ouais. Donc tu te mouilles pas beaucoup en fait. Bah oui et non, parce que j'ai vu quand même beaucoup d'experts qui mettaient quand même Thomas en 2. Ouais. Mettre O'Connor en 2, je pense que c'est quand même osé. Je suis donc un expert parce que je mets Thomas en 2. Bah voilà. Thomas en 2 et O'Connor en 3 Pour moi, ça joue entre Bardet et O'Connor. Ouais. Mais pour moi, Bardet, certes, il perdra plus de temps. Non, c'est pas juste pour ça. Certes, il perdra plus de temps en chrono sur O'Connor. Mais pour moi, dans les grandes étapes de montagne du type l'étape de Livigno ou du Grappa, pour moi, en termes d'endurance, il est clairement au-dessus d'un O'Connor et il peut le lâcher et lui prendre plusieurs minutes sur des étapes comme ça. Mine de rien, la dernière étape, la 20e, pardon, avec le Grappa justement. Double ascension du Grappa, ça va faire très très mal. Et justement, c'est une étape parfaite pour Romain. Parce que ça finit en descente du coup. Oui, et vraiment, c'est l'étape idéale pour Romain Bardet, qui lui est un gars qui a de l'endurance en fait. Donc ça peut lui correspondre. Donc pour toi, Mathieu, les seules problématiques sur ce parcours pour Romain Bardet seraient éventuellement les chronos qui pourraient lui faire perdre du temps. Oui, c'est clairement les chronos, 70 km, un peu plus. Malgré la bosse. T'as juste 6 km de montée et après c'est que du plat en fait. Oui. C'est ça le problème. Il va clairement perdre beaucoup de temps sur ses chronos, même si c'est clairement amélioré depuis de nombreuses années. Ouais. Mais c'est ça qui va lui être son plus grand handicap. Pour terminer rapidement, à la volée, les pronostics sur le meilleur sprinter, le meilleur jeune et le meilleur grimpeur. D'abord Corentin et ensuite Mathieu. Meilleur sprinter, Jonathan Milan. Voilà, le tenant du titre. Je suis pas très original. Meilleur jeune, Kian Uijtdebroeks. Retenez bien son nom parce que lui, il va faire très très mal, comme on l'a dit au début d'émission. On en a beaucoup parlé au moment où il a rejoint Visma Lease the Bike. Ouais, alors qu'il était à la Bora juste avant et ça avait fait un petit peu débat. Et puis meilleur grimpeur, là c'est du poker. Julien Alaphilippe, meilleur grimpeur. Je me dis, allez, c'est un petit Giro pour Julien, tranquille, il a rien à perdre. Et s'il joue intelligemment, s'il court intelligemment, pourquoi pas aller chercher ce maillot. T'es optimiste. Ça s'entend ça, Mathieu, selon toi, Alaphilippe, meilleur grimpeur? Moi, je miserais pas beaucoup si je serais je vais pas miser beaucoup non plus, mais bon. Non, son niveau en montagne, il a clairement baissé, et puis même je le vois pas être devant dans l'école, quoi. C'est un Giro qui est quand même fait pour les punchers, on va dire. Donc je me dis, encore, ce serait là le Tour de France de cette année. Bon, ok, il n'y a pas de débat, mais je me dis qu'il y a quand même des points à aller chercher pour Julien. Ouais, mais quand on regarde le barème d'école du Giro, c'est pas comme au Tour de France où il y a très peu d'écart entre chaque catégorie d'ascension. Là, c'est 50 points quand on passe au sommet d'un col de première catégorie. Juste ça fait une énorme différence sur le reste. Donc les purs grimpeurs seront devant, même Pogačar, en soi il peut aller chercher le oui, clairement. Pour toi ce serait du coup le favori Pogačar pour être meilleur grimpeur de ce tour, ou t'as un autre nom en tête? Si c'est léger échappé comme l'an dernier qui se joue les classements de la montagne, j'ai mis Simon Carr, Simon Carr si on prononce à la française. Quand il gagne on le dit à la française, de la IF. Il a gagné une étape sur le Tour des Alpes avec plus de 40 bornes en solitaire. Et il a encore jamais joué de classement de la montagne sur un grand tour, mais pour moi il peut clairement l'avoir. Sinon j'ai aussi noté Juan P. Lopez de la Lidl Trek, vainqueur du Tour des Alpes. S'il fait pas la bêtise pour moi de jouer le classement général, il le jouera je pense. Ouais, pour moi c'est une erreur, il ferait mieux d'aller jouer les étapes. C'est clair. Et ensuite sur le meilleur sprinter et meilleur jeune du coup Mathieu? Meilleur sprinter j'ai mis Tim Merlier, le belge de la Soudal Quick Step qui fait un début de saison canonissime. Et même on l'a vu sur sa dernière victoire au Grand Prix de l'Escaut, même en ayant été bloqué dans les barrières, il a réussi à redémarrer, il a mis une longueur à tout le monde. Donc, et puis son équipe va miser sur lui, donc c'est ça aussi l'avantage. Même Alaphilippe veut rouler pour lui, donc voilà, pas de problème. Et mon meilleur jeune, j'ai aussi mis Uijtdebroeks. Ouais. Et même si, attention à Rensman, qui a fait un 6ème du Giro l'an dernier. Et donc peut-être un duel entre les deux à voir. La seule différence c'est qu'Arensman va plus être un équipier tandis que Uijtdebroeks sera plus carte blanche. Il était aussi équipé l'an dernier, il finit 6ème quand même. Donc, mais attention, Kian, il peut faire quelque chose. Lui il sera leader. Juste avant de passer au jeu, on peut parler rapidement de Vispa Lease the Bike qui avait remporté du coup le Giro l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe cette année? Rien?
Compliqué. Franchement, à part ce monsieur-là, peut-être des étapes avec Christophe Laporte et Olaf Koy. Le train de sprint va être monstrueux. Oui, il va être très fort. Il va être très très fort parce que là, clairement, tu lances un Olaf Koy avec Christophe Laporte, c'est juste monstrueux. Et puis en montagne. Après, en montagne, il a Valter et Racing. Ça reste quand même assez faible. Il tient longtemps Racing en montagne, mais ça reste quand même assez faible par rapport à d'autres équipes. De toute façon, le plateau en montagne n'est pas très élevé cette année. C'est pour ça aussi. Du coup, même des équipiers pourront rester longtemps avec les leaders pour moi. Ouais, bon, on suivra ça en tout cas de très près. Et pour finir cette émission, on va faire le jeu habituel du Money Time. Alors, rien de très original. Vous avez normalement une feuille et un stylo. Bien sûr. Et vous allez devoir resituer le top 10 du Giro 2023. En 1 minute. Waouh, j'ai pas révisé, c'est pas possible. Et il y aura un petit point de bonus si vous avez l'écart de temps entre le premier et le deuxième. Mathieu, tu me stresses. Mathieu, tu vas trop vite. Maintenant, j'ai un trou de mémoire pour la fin. J'ai déjà un trou de mémoire pour le début. Allez, 3, 2, 1, on pose le stylo. C'est catastrophe. Alors, j'en ai qu'un de bon. Le premier, Corentin, est-ce que tu l'as quand même? Roglic. Oui, Roglic évidemment, de la Jumbo Visma qui était premier, qui a remporté le Giro, mais qui sera pas là du coup cette année. Je vais ridiculiser, c'est pas possible. C'est vrai. Le deuxième, Mathieu. Geraint Thomas. C'est ça. 14 secondes. 14 secondes, exactement. Voilà. Ensuite, troisième. Est-ce que vous l'avez? Almeida. Ouais, Almeida. Ah, mais oui, il avait porté. Evenepoel. Il a même pas fini le Giro. Oui. Okay. Non, mais ça y est, ça vient de me. Almeida, troisième, bien joué Mathieu. Quatrième. C'était Caruso. Ouais, exactement. Caruso, Paris Victorious. Cinquième. Vous l'avez le cinquième quand même. Pinot. Ah bah oui. Oui, avec le maillot bleu de la montagne, avec. Oui. Ouais. 2 fois deuxième d'étape. Et ensuite, ça se complexifie un peu pour la fin. Est-ce que Mathieu... Sixième, j'avais Reinsman. Ouais, exactement. Après, le reste... Non. Il a pas fait le C'est un Irlandais derrière. Dunbar. Ouais. Et bien sûr. 7ème, j'avais complètement oublié. 8ème d'un pays nordique. Est-ce que vous l'avez ou pas? La team DSM. C'est un Norvégien. C'est un Norvégien. C'est... Quel Norvégien? Il est parti cette année chez Uno X Mobility. Oui. Andreas. Avec Messoun. Ouais. Voilà, exactement. Allez, 9ème. On racle les fonds de top 10. C'est un nom connu quand même. Un Allemand. Charman. Non. Bourman. Non, de chez Bora. On vient de les faire donc. Vous l'avez pas? Si. Ah, quand même. Vous êtes des spécialistes, non? Lénard. Kamna. Ah bah oui. 9ème, Lénard Kamna. Et avec toutes les échappées qu'ils ont faites, ils sont au fond de top 10. Et 10ème, un Belge, chez Ineos. De plus. Ouais. Lorenz Il me semble bien qu'il y avait un autre Ineos dans le top 10, mais je sais plus. Bon, on parlera pas. C'est une victoire très large de Mathieu. Merci. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette émission. On suivra de très près sur le Money Time le Giro 2024, avec, on espère, beaucoup de rebondissements. Très bonne fin de journée à vous et à très vite.